Camarades, bonjour. Après nos petites pérégrinations estivales, je pense qu'il est temps de reprendre nos programmes habituels, c'est la rentrée, après tout. La dernière fois, je vous avais laissé en courant 1057 avec un Robert qui était devenu le nouveau comte d'Apulie et de Calabre après un joyeux coup d'état. Je vous avais aussi laissé après un schisme de 1054 qui avait laissé l'Empire byzantin complètement seul sur la scène géopolitique, et un Saint-Empire romain germanique en perdition, puisque ce dernier n'avait plus son mot à dire dans les affaires italiennes. Et bah aujourd'hui, on va voir un peu les conclusions de tout ça, avec notamment l'arrivée d'un nouveau pape, Frédéric de Lorraine, qui va se faire appeler Étienne IX, et qui lui a bien envie de remettre un coup de pied dans la fourmilière et de relancer ce projet anti-normand et de réunir tout ce petit monde. Le bordel dans la région, c'est pas encore fini. Je pense que vous allez me voir pour un moment. Bon, alors tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, finalement, n'a presque servi à rien, puisque c'est un retour à la case départ entre les Normands et le pape. Étienne IX veut relancer ce projet phare de coalition anti-normande, de projet d'union des Avengers, du Saint-Empire, de l'Empire byzantin, de la papauté, des Lombards, contre les Normands et les chassés d'Italie du Sud. Et pour ça, il commence alors à lancer un peu des ambassades un petit peu partout pour tenter de tâter le terrain. Alors, du côté du Saint-Empire, il n'a pas forcément de réponse, parce que là-bas, les relations avec la papauté sont assez tendues, mais on y reviendra. Du côté byzantin, il a envoyé un petit gars un peu spécial, un certain Didier, et on y reviendra un peu plus tard. Et pour ce qui est de l'Italie, tenter de soulever un peu les Lombards et les Grecs présents dans la région contre les Normands, il envoie son frère, Geoffroy le Barbu, ça ne s'invente pas, pour tâter un peu le terrain, et voir si les locaux seraient chauds de s'unifier contre les Normands. Ils ont pas dû être déçus quand ils ont vu arriver le Geoffroy. On est à peine débarrassé des Romains, voilà qu'ils nous arrivent les turtons maintenant. Qu'est-ce que c'est au juste comme pays, l'Italie? Un distributeur d'emmerdement? Pendant que son frangin prospecte, Étienne, lui, il se tourne pas les pouces, il reste sur place, mais il tente un peu de réunir un peu tout le petit monde. Alors, il se prend un vent de la part du Saint-Empire romain germanique. Si ces derniers n'envoient pas de soldats, ils pouvaient encore compenser avec des mercenaires ou des byzantins. Et pour ça, il lui fallait du pognon. Et là encore, surprise, deuxième vent d'affilée, le Saint-Empire refuse de lui filer des thunes. Et pour trouver des sous, parce que après Civitate, le pape est fauché, eh ben, il n'y a pas de solution miracle. Et il se rappelle que quand il était abbé de Montcassin, l'abbaye en avait pas mal des thunes. Faut dire que les moines sont forts pour 2-3 choses, notamment vivre entre eux et emmagasiner du pognon. Même si c'est pas très chrétien dans l'idée, ce truc. Alors, quel rapport entre le fait d'être prêtre et tenir les comptes? Non, bon, c'est vrai que c'est plutôt nouveau, ça. Ils aiment bien le fric. Il paraît même qu'ils sont forts pour ça. Moi, je vais aller voir s'il est fort. Moi aussi, j'ai compté. Hein. Et puis, moi aussi, je suis chrétien. Ah. Sauf qu'une nouvelle fois, c'est un peu thématique, c'est un coup dur pour le pape, puisque là-bas, le doyen de Montcassin se rend compte du projet du pape de venir vider les caisses. Et du coup, comme il est pas très partageur et qu'il veut garder son pognon pour lui, il prend 2-3 collègues comme ça sous la patte et décide d'aller cacher le butin ailleurs. Le pape se retrouve un peu démuni, ne sait pas trop comment faire pour trouver ce pognon, et apprend dans la foulée une mauvaise nouvelle. Il est malade et il n'en aura plus pour très longtemps. Son grand projet d'unification des anti-normands pour reprendre l'Italie ne verra probablement pas le jour, ou du moins pas de son vivant. Et du coup, il a plus vraiment besoin de toutes ces thunes. Mais il l'a quand même mauvaise envers Montcassin, et va utiliser ces derniers moments, non pas pour lutter contre les Normands, mais pour tenter de mettre au pas un peu cette abbaye. Il va nommer, ou plutôt insister fortement à la nomination d'un nouvel abbé à la tête de Montcassin comme une de ses dernières volontés. Un de ses proches, un certain Didier, qui pour l'heure ne se doute vraiment pas de son futur destin. Puisque Didier, à l'heure où on vous parle, eh ben, il est en route pour Constantinople. Le pape l'a chargé d'aller à la cour d'Isaac Ier Comnène pour tenter de faire une alliance contre les Normands. Le tout, je vous le rappelle, au lendemain du schisme de 1054. La tâche était pas la plus simple à faire, donc. Ainsi, le 29 mars 1058, le Didier, qui est à Bari, qui attend de prendre son bateau parce qu'il est bloqué au port à cause d'une tempête,
eh ben il reçoit une lettre pour dire que le pape est mort. Vive le pape, tout ça. Donc il est triste, mais surtout que dans sa lettre, eh ben Étienne IX avait fortement insisté pour qu'il soit nommé abbé du Mont Cassin, et que visiblement ça va arriver. Là, Didier comprend alors que l'ambassade à Byzance ne sera pas spécialement nécessaire, qu'elle risque de sauter, et qu'il a un autre destin qui l'attend plutôt que d'aller faire le zouave à la cour de Constantinople. Il décide de plier les Gaules, de rentrer pour Mont Cassin et de se faire nommer comme prévu. L'alliance entre latin et grec ne sera pas pour tout de suite, une nouvelle fois. Le 19 avril de cette même année, Didier arrive alors à Mont Cassin. Il se fait donc élire abbé, comme prévu, et là-bas, met en place une politique de rénovation, de construction, et surtout de dilapidation des fonds monétaires de l'abbaye. Parce que, quand il prend la tête du truc, il se rend compte que des thunes, il y en a des masses. Et que le pape qui va arriver, ou les prochains, pourraient tenter justement de récupérer le pognon pour leur projet. Et pour lui, hors de question. Il a des thunes, il compte bien s'en servir. Il fait alors venir de nombreux clercs et intellectuels pour faire des débats théologiques et des conférences, mais aussi des architectes, des peintres, des artisans de toutes sortes, qui viennent d'Italie, de Constantinople, d'Alexandrie, pour rénover le monastère et l'église de Mont Cassin. J'ai dépensé sans compter. Mais bon, à cette digression, c'était la reprise, il fallait bien que je vous habitue un petit peu comment on faisait par ici. C'est vrai qu'on a tendance à se perdre dans des détails. Mais je vous promets, c'est pas pour rien que je vous l'ai dit. Le Didier, il est important et on va le revoir. On va le revoir assez vite, et il aura un impact assez fort pour le reste de cette série. Mais bon, pour le moment, on va se concentrer sur Robert. Robert, il est donc à la tête du comté des Normands d'Apulie et de Calabre. Ça, vous êtes au courant. Et là-bas, une des premières choses qu'il a à régler, c'est quelque chose d'assez particulier parce que il reçoit des otages de la part de Gisulf, le prince de Salerne. Je vous rappelle que, normalement, Gisulf est censé être le seigneur lige de Robert, mais aussi de tous les Normands en Apulie et en Calabre. Sauf que Gisulf, il y a quelque temps, pour remercier les Normands qui l'avaient mis sur le trône, s'était rebellé et avait tenté de les foutre dehors. C'était sans compter sur Richard Ier d'Aversa, qui est passé par là, qui n'a pas toléré l'attitude du prince, qui lui a mis une claque et l'a renvoyé dans ses pénates. Depuis, le Gisulf est alors assez penaud, il tente de repayer ses tribus, et pour montrer qu'il est bien de bonne volonté, envoie des otages en gage de qualité. Du coup, Robert reçoit alors ses otages, et les Normands ne savent plus vraiment sur quel pied danser avec le prince de Salerne. Puis dites... Ah oui, alors c'est ça. Alors on devait vous poser une question. Est-ce que vous préparez un sale coup? Comment? Gisulf tente alors, ou du moins laisse paraître, qu'il veut faire de gros efforts pour montrer qu'il a compris la leçon et que maintenant il veut plus la faire à l'envers. Par exemple, les deux otages qu'il envoie à Robert sont son frère et son cousin, à savoir donc des otages de qualité. Mais quand on connaît un peu Gisulf et qu'on se rappelle comment il a remercié son oncle de lui avoir laissé le trône volontairement en plus, on peut se dire que cette politique d'otages de famille proche peut être perçue soit comme un gage de qualité de la part des Normands, mais pour lui comme un moyen détourné de se débarrasser de sa famille proche de son pouvoir, puisque on sait que Gisulf, il aime pas bien quand les proches sont trop proches du pouvoir. Il a la hantise de ce qui est arrivé à papa, et il voudrait pas que ça lui arrive. Mais bon, pour Robert, tout ça, ça n'a que peu d'importance. Il est comte, et Salerne est au pas. C'est tout ce qu'il voit. Il peut alors reprendre son projet phare, la conquête de la Calabre. Et cette conquête, ou plutôt cette nouvelle phase de conquête, était décrite assez rapidement par Aimé du Mont Cassin, qui pourtant est le chroniqueur officiel de Robert. Aimé nous dit que la conquête se fait quasiment sans bataille, que Robert a juste à se pointer devant les villes, et que les Calabrais se rendent pour éviter un bain de sang. Les cités de Calabre sont alors toutes mises au pas, à part une, évidemment, un peu comme dans Astérix, il va s'agir de Reggio, qui sera la clé qui permettra l'entrée en Sicile. Reggio va encore résister pour quelques années à venir, mais ça, on a le temps d'y revenir une prochaine fois. Pour l'heure, ce qui nous intéresse, c'est ce traitement de cette nouvelle phase de conquête de la Calabre, puisque pour Aimé, je vous l'ai dit, ça se fait assez rapidement et assez facilement. Mais si on lit Malaterra, c'est complètement autre chose. Il faut savoir, je vous rappelle la vidéo sur nos amis les chroniqueurs, que Aimé et Malaterra ont chacun plus ou moins un champion.
pour Aimé, ça va être Robert Guiscard. Pour Malaterra, il y aura Robert, mais surtout Roger, le petit frère. Et la conquête de la Sicile, selon Malaterra, en fait c'est pas Robert, mais c'est Roger. C'est Roger qui va conquérir toutes les cités pour le compte de Robert. Encore une fois, c'est un poil plus complexe que ça, n'en déplaise à Aimé. Bref, les premiers faits d'armes de Roger en Calabre sont assez similaires à ceux de Robert si on en lit Malaterra. Il n'a que peu de soutien de sa famille, et surtout, il a très peu d'argent et d'hommes pour la mener à bien. Mais Malaterra, pour lui, ça ne l'arrêtera pas, le Roger. C'est un véritable héros. Pour lui, Malaterra, dont il donne une description physique et psychologique assez fantasmée, est quelqu'un qui est habile de ses mains, habile de sa langue, bande de gros dégueulasses, qui est BG, et qui surtout est beaucoup plus populaire auprès des Normands de Calabre que Robert, ce qui va attiser la jalousie entre les deux frangins. Du coup, pour Robert, évidemment, tout ça, ça peut pas passer. Il va alors le mettre au défi, un peu comme il a été mis, et va lui filer que très peu d'hommes, et lui filer des prises de cité très compliquées à faire. Malaterra avance par exemple des chiffres lors de batailles de 1000 Calabrais ou Grecs contre 60 Normands. Bataille que Roger va remporter à chaque fois, n'en déplaise à Robert, puisque non seulement il va vaincre, mais surtout il va le voir revenir vivant à chaque réunion de famille. Bonjour mes amis! Quel voyage! Mais on y est arrivé. Nous voilà de nouveau réunis, on va s'amuser. En outre ces faits, presque légendaires, rapportés par Malaterra, c'est bien une autre vision de la conquête de la Calabre que celle de Moncassin qui nous est rapportée. On a d'un côté des villes qui vont se soumettre à Roger, d'un autre se soumettre à Robert. D'un côté, une conquête qui va se passer relativement calmement, avec des soumissions volontaires des villes assiégées pour éviter un retour de bâton, et de l'autre, une conquête justement dans le feu, le sang et le fer. C'est un peu comme au restaurant donc, le menu est au choix, vous choisissez la formule qui vous plaira. Mais dans tous les cas, la conclusion est la même. Que ce soit Robert ou Roger, Malaterra ou Moncassin, le but de cette conquête est la même, Reggio, qui permettra de faire sauter le verrou de la riche Sicile. Ainsi, Roger aurait alors pris la route de l'Est, direction Squillace, pendant que Robert, lui, celle de l'Ouest, avec la prise de Cosenza et de Martirano, avant de repartir sur la côte ionienne, retrouver Roger vers la fin 1057 pour marcher sur Reggio. Une fois devant la cité byzantine, les deux hommes se rendent compte que ça va être un peu plus compliqué que ça. La cité ne va pas tomber aussi rapidement et aussi facilement que les autres, il va falloir beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'hommes, du matériel de siège et une toute autre préparation. Puisque là, l'hiver va approcher, et faire tomber Reggio en 2 mois avec une paire d'échelles, ça sera pas possible. Robert décide donc de rentrer à San Marco et de se calmer les nerfs de sa défaite en capturant le castrat de Nicastro. Début 1058 donc, la Calabre est presque entièrement sous contrôle normand, et c'est vraiment la fin de la domination byzantine dans cette région. Sauf que, petit détail, en Calabre, il y a plein de Calabrais, ça vous a peut-être pas échappé. Et les Calabrais, eh ben ils commencent à en avoir marre, puisque entre mars et mai 1058, ils ont quand même pas mal douillé. Ils ont subi la conquête par les Normands, qui est loin d'être une promenade de bisounours, n'en déplaise à Moncassin, mais surtout une sécheresse, qui a entraîné donc une perte des récoltes, et donc une disette, voire une famine pour Malaterra, et suite logique de tout ça, la maladie. Alors c'est vrai que nos amis normands dans la région sont plutôt habitués à ce rythme de vie. Ils vivent dans des marais, la malaria, la maladie, le manque de bouffe, de pognon, tout ça, ils sont habitués. Pour eux c'est normal, et du coup, ils voient pas venir que les Calabrais, ils sont chauffés à blanc, et que pour eux, ça commence à faire. Ça fait beaucoup là, non? Non. Ce cocktail détonnant va alors impliquer de nombreuses choses. Déjà, les Normands vont être poussés dans leur dernier retranchement pour tenter de tenir cette Calabre et de contenir les révoltes. Mais surtout, un conflit ouvert et armé entre Roger et Robert. Le point de départ de ce conflit, ça va être la perte de Nicastro. Là-bas, les Calabrais, d'après Malaterra, auraient alors exterminé la garnison de la forteresse qui comptait, encore une fois, une 60aine de Normands,
un chiffre qui revient assez souvent chez lui apparemment. Robert, un peu comme d'habitude, aurait alors chargé Roger de récupérer la forteresse, ce qu'il va faire sans trop de mal, et repacifier la zone pour le compte de son frangin. Pendant ce temps, Robert, lui, ne s'est pas spécialement tourné les pouces. Il reprend son projet de la prise de Reggio dès le printemps, mais tombe sur un os à Gelas. Là-bas, il doit faire un siège et il y perd des ressources, des hommes, et surtout énormément de temps. Une fois la cité prise, il la pille pour tenter de se ravitailler, mais force est de constater que, pour la prise de Reggio, ça va être compliqué. L'hiver approche, il lui manque quand même quelques hommes, et 1058 ne sera donc encore une fois pas l'année de la prise du verrou sicilien. Voyant que ça n'avance pas, Roger va alors voir Robert et commence à lui réclamer ce qu'il estime être comme son dû. Faut dire qu'il fait toutes les basses besognes du frère, il prend toutes les cités pour lui, prend tous les risques, combat à chaque bataille, et ne reçoit quasiment rien. Il a très peu d'argent pour vivre, et n'a toujours pas de terre. Il demande alors à Robert, un peu comme ses frères avaient fait avant lui, une place forte pour que ce dernier puisse s'établir et au moins passer l'hiver au chaud. Sauf que Robert, il est pas vraiment sympa. Il refuse de lui filer une place forte, et refuse même de tenter de l'élever parmi les Normands présents à sa cour. Pour lui, ça reste le petit frère, il est imbuvable avec lui, il lui fait faire toutes les basses besognes, et si ça lui va pas, il a qu'à se casser. Sauf que Robert, il doit pas bien connaître son petit frère, parce que Roger, c'est peut-être celui qui lui ressemble le plus. Il a un tempérament de feu tout pareil, et se faire insulter comme ça, c'est pas trop son truc. Du coup, une rivalité va commencer à grandir entre les deux frères, rivalité décrite par Malaterra, et qui va exploser assez rapidement. Tu cherches la guerre? Calme-toi, calme-toi. Il ne peut pas y avoir de guerre entre nous. Dommage. Pourquoi? Roger, qui comprend que Robert ne sera pas là pour lui filer des terres ou ne serait-ce l'aider, va prendre les choses en main. Si son frère veut pas l'aider, peut-être que d'autres voudront l'aider. Parce que Roger, contrairement à Robert, il a du bol d'être le petit dernier et du coup d'avoir un espèce de capital sympathie envers les autres frangins présents dans la région, et notamment Guillaume du Principat. Guillaume va alors installer son petit frère dans un castrat au nord-ouest de San Marco, celui de Squaella. Et là-bas, Roger, qui va être un poil rancunier envers Robert, décide de lancer son entreprise familiale en pillant les intérêts financiers, en attaquant les villes et les récoltes proches de San Marco, et comme ça bien faire comprendre à Robert que maintenant lui aussi est dans le game. Sauf que Robert, je pense que j'ai pu à vous le présenter, c'est pas un gars qui garde son calme et prend ça pour une déclaration de guerre. Il déconne zéro, lève toute l'armée et la pose devant Squaella. Il est bien décidé à reprendre ce château et surtout à calmer le petit frère. Là-bas, Roger pense que Robert tente simplement de faire une démonstration de force, et que de toute manière, il sera pas là pour l'attaquer. Robert, voyant qu'il n'est pas pris au sérieux, décide alors de passer la vitesse supérieure et littéralement de tout cramer. Il va cramer les récoltes, les oliveraies, les vignes, les calabrais, les normands, les mecs qui sont fidèles à son petit frère et qui passent par là, et tente de faire passer un message qui est maintenant très clair pour Roger. Je suis un marteau, moi. Je crame tout, moi. Ma ferme, la sienne, celle des autres, le château. Roger est alors maintenant prisonnier de Squaella. Il se rend compte qu'il est peut-être allé trop loin en attaquant San Marco, et que Robert, oui, il est complètement taré. Sauf qu'il peut pas se débrouiller tout seul, il va lui manquer des hommes, et Robert va lui rouler dessus. Mais c'est sans compter sur Guillaume. Il a installé le petit frère, et voyant le petit Roger se faire bolos par Robert, décide à son tour d'entrer en jeu et d'aller calmer le frangin. Il lève son armée, et part direction San Marco pour calmer Robert. Robert, voyant qu'il va devoir combattre sur deux fronts, que ses deux adversaires sont deux frères, que c'est peut-être pas le meilleur move à faire pour l'unité normande, et encore plus pour l'unité Hauteville, décide, ou plutôt est décidé par certains de ses proches, d'aller se calmer ailleurs. Il lève l'armée, s'en va de Squaella, et décide d'aller calmer ses nerfs sur les Calabrais qui, encore une fois, n'ont rien demandé. Et une nouvelle fois, on est passé à ça, de faire voler en éclats la belle unité Hauteville. Ceci dit,
un peu en même temps de ces événements, ou un tout petit peu après, la chronologie est assez floue à cette époque-là, surtout de ce qui se passe chez Robert, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des dates très précises, eh ben, il a un autre problème qui voit le jour. Et même un gros problème. Puisque, pendant qu'il gère ses petites affaires de famille, un des Avengers originels, Pierre, de Trani, ne voit pas du bon œil le nouveau règne de Robert, et décide de le faire savoir ouvertement. Faut dire que Pierre et son frère Gauthier font partie des pionniers. Ils font partie des premiers qui étaient installés justement en Italie par Guillaume Bras de Fer. Ce sont des membres originels du partage de Melfi, et ne sont pas super potes avec les Hautes-Villes. Ils ont cherché des poux à Honfroy et à Drogon, et maintenant que Robert est comte, c'est à son tour de douiller. Pierre décide donc de lever des troupes et d'attaquer les intérêts de Robert dans les Pouilles, pendant que celui-ci est en Calabre. Ça lui laisse le temps un petit peu de manœuvrer et de faire passer un message. Et là-bas, une fois qu'il lance un peu sa conquête de pillage et de razzia, il se rend compte que, il peut envoyer un message très fort avec la prise d'un symbole, Melfi. Si Pierre prend Melfi, ça voudra dire maintenant que c'est plus ou moins lui, le chef officiel des Normands dans la région. Et ça, c'est tentant pour Pierre. Robert, quand il comprend un peu les intérêts de Pierre, qui sont pas simplement le fait de piller ses récoltes, mais bien de le putcher, lève son armée et part direction Melfi justement pour tenter d'arriver le premier. Et aussi tenter de calmer le Pierre qu'il prend pour un taré. Robert, qui comprend alors très vite les intérêts de Pierre dans la région et sa volonté de prise de Melfi, décide alors de lever des troupes et de partir direction la cité pour arriver le premier. Il veut pas se faire putcher. Mais dans le même temps, il va envoyer une lettre à Pierre pour tenter de le calmer. Mais ça va pas marcher. Ton surnom, c'est le stupide Avenger. Toi, minuscule Avenger! C'est faux. Je sais pas. T'es complètement dingue. Oui! Oui, faut dire que Robert, il est pas encore dans la demi-mesure, une nouvelle fois pour tenter de calmer les gens. C'est soit ça, soit Pierre n'a pas reçu la lettre. Dans tous les cas, ça ne change rien, et Pierre arrive à rentrer dans Melfi en premier, suivi de très près par Robert qui met le siège tout de suite. Ainsi, Pierre est dans la cité, mais il n'a pas le temps de faire son putsch. Pierre est assiégé, et Robert, pour faire passer un message encore une fois très clair et montrer qu'il ne déconne pas, décide de faire la même méthode qu'il a fait avec son petit frère. Il entoure donc la cité, crame les récoltes, pille les vignes, les oliveraies, bute les locaux qui se baladent par là, et fait passer un message aux Melfitains de foutre Pierre dehors, sinon c'est les prochains. Pierre, quand il voit ça, se rend compte que s'il y a une bataille, c'est perdu d'avance. Déjà, pour commencer, Robert, c'est peut-être le meilleur chevalier présent parmi les Normands de cette région. Et surtout, il a le nombre de soldats. En bataille ouverte, pour Pierre, c'est foutu. Il tente alors de négocier comme il peut, il envoie un émissaire à Robert avec la proposition d'une trêve de 14 jours pour que ces derniers discutent, mettent les choses à plat et tentent de régler la situation. Sauf que pour Robert, vous le connaissez maintenant, le coup de je te la fais à l'envers, puis après je fais pouce et on discute, c'est pas son truc. Pour lui, Pierre est un parjure. C'est un traître, il ne respecte pas sa parole, il n'est pas digne de confiance, et les seules négociations qu'il accepte de faire avec lui, c'est quand ce dernier aura des fers aux pieds. Les Melfitains font alors une nouvelle fois pression sur Pierre pour l'implorer de trouver une solution de paix. Parce que ces derniers ne veulent pas être pris entre le marteau et l'enclume dans cette bataille d'ego. Pierre, qui n'a véritablement pas le choix, explique alors aux Melfitains que Robert refuse toute demande de trêve afin de discuter de ces choses-là, et que quoi qu'il arrive, une bataille risque d'exploser. Mais que les Melfitains devraient le soutenir lui, plutôt que Robert, parce que certes, c'est peut-être pas le chef officiel, mais lui est dans son bon droit. Il s'est rebellé parce que Robert est un traître à la cause normande, mais aussi à la cause des pauvres habitants sur lesquels il règne. Les Lombards, les Grecs, les Italiens douillent sous Robert. Et du coup, pour prouver ça, c'est là que va arriver la boulette sans qu'il ne demande rien. Son neveu, qui va aduler justement Pierre et qui est probablement super convaincu par le discours de ce dernier, décide de prendre à témoin quelqu'un de assez particulier pour prouver le fait que Pierre est dans la vérité. Oui, je pense que vous l'avez compris, il va appeler Dieu à la barre des témoins.
Moi, je dis qu'il est innocent. Si tu soutiens le contraire, nous nous battrons et le jugement de Dieu en décidera. Alors non, il n'y aura pas de duel judiciaire. On n'est pas dans Game of Thrones, mais on a quand même le droit à une petite ordalie bien cliché qui va faire honte aux chroniqueurs, puisqu'elle est très rarement mentionnée, un petit peu par Moncassin, et les autres tentent de la passer sous silence. Peut-être parce que, d'après Huguette Taviani Carlozzi, en fait, cette ordalie, au XIe siècle, est déjà dépassée, d'un autre temps, et fait honte aux chroniqueurs normands. Du coup, on évite un peu de le dire, surtout de la manière dont elle est passée. Le neveu va donc demander à ce qu'une épée soit chauffée à blanc dans le feu d'une forge, et il la prendra dans sa main. Comme Pierre est injuste et que Dieu protège les siens, eh ben, le neveu n'aura aucune marque dans la main pour prouver son point de vue. L'épée est donc chauffée, le neveu la chope à pleine main, et là, miracle, la main est indemne. Les Melfitains vont donc se ranger du côté de Pierre. Pierre semble être dans la vérité. Oui, bravo, Serpentard, cependant, certains événements récents doivent être pris en compte. Oui, il y a un souci. Loin de moi critiquer la foi, vous faites ce que vous voulez, mais si t'as déjà essayé de choper un bout de métal chauffé à blanc avec ta main, bah déjà, GG, welcome to Jackass, et ensuite, bah oui, effectivement, il y a des soucis. 3 jours plus tard, quand l'archevêque de Bénévent va venir pour officialiser justement le jugement de Dieu, et bah le neveu est porté absent. On le cherche un peu partout, et on le trouve, avec des bandages sur les mains, et sous ces bandages, des cloques énormes et des brûlures, et effectivement, bah, l'épée lui a cramé les doigts, sans déconner. L'archevêque statue donc que l'ordalie est un échec, c'est Robert qui est dans la vérité, et presque aussi rapidement que les partisans de Grindelwald qui changent d'avis dans le dernier Animaux Fantastiques, les habitants de Melfi se rangent du côté de Robert et foutent Pierre dehors. Pierre est alors pourchassé par Robert et par les habitants de Melfi. Il n'a plus le choix et doit éviter la bataille coûte que coûte, sinon c'est foutu. Pierre se rend alors à Cisterna, qui est aujourd'hui assez difficile à localiser. Là-bas, va se faire chasser dès que Robert arrive, puis à Andria, à 13 km au sud-ouest de chez lui. Et là-bas, une nouvelle fois, il va se faire chasser par les habitants dès que Robert arrive. Pierre se retrouve alors démuni, en pleine plaine, Robert a ses trousses et doit livrer la bataille qu'il cherchait à éviter. D'après Aimé, cette bataille est alors encore une fois très violente, les pertes nombreuses des deux côtés, mais Robert en sort victorieux, comme toujours. Pierre est alors battu, humilié, et ne doit sa survie qu'aux vassaux de Robert qui le supplient de lui accorder son pardon. Faut dire que, même si c'est un traître, il reste un des fondateurs originels de Melfi, et c'est pas un grouillot comme un autre. Robert ne peut pas l'exécuter, comme ça. Une fois les affaires internes réglées pour Robert, c'est pas fini. Il lui reste les affaires externes, évidemment. Puisque, encore une fois, plus ou moins dans ce temps, en parallèle, ou un petit peu après, ou un petit peu avant, la chronologie est toujours aussi floue, Robert doit gérer la naissance d'une alliance qui va être dangereuse pour lui, entre Guillaume du Principat et Gisulf II de Salerne, si on en croit Aimé du Moncassin. Si dans les faits, une telle alliance semble assez logique, puisque tout le monde est censé être dans le même camp, dans la région, et que les deux hommes sont voisins, Robert la voit du mauvais œil. Pour lui, les deux gonzes vont devenir beaucoup trop puissants et peuvent être une menace directe pour son pouvoir. Faut dire que Gisulf s'est déjà rebellé contre les Normands, et pourrait bien la remettre à l'envers assez rapidement, et quant à Guillaume du Principat, il l'a prouvé, il a pas hésité à prendre le parti de Roger contre Robert. Du coup, si les deux hommes s'allient, ça peut être un danger assez important pour Robert qui n'a peur que d'une seule chose. Il était devenu tellement puissant que la seule chose qui lui faisait encore peur était de perdre son pouvoir, ce qui, bien sûr, arriva un jour. Oui, un jour, Robert va le perdre, son pouvoir. Mais c'est pas pour tout de suite, et il est bien décidé à ce que ce soit pas pour tout de suite. Du coup, il demande alors à Gisulf d'annuler cette alliance, et en échange, Robert
annulera les tributs que Gisulf doit lui payer et lui rendra les otages. Gisulf aurait alors accepté cette demande, et l'alliance entre Guillaume et Gisulf n'aurait pas lieu. Mais ça, c'est pour la version officielle de Moncassin. Dans les faits, une nouvelle fois, c'est très différent. Déjà, il faut se mettre en mémoire que les sources sont là pour glorifier des personnages. Et l'histoire de Robert est principalement racontée par Aimé. Et sauf que Aimé, non seulement il glorifie Robert, et en plus, il ne peut pas piffer Gisulf. Et du coup, passe très vite sur ce moment et décide un peu d'amalgamer tous les ennemis de Robert et les gens qu'il n'aime pas dans une même alliance. Mais quand on lit d'autres sources comme Malaterra, ou les chroniques de cette époque, en fait, cette alliance entre Gisulf et Guillaume, il y a un truc qui cloche et on la retrouve que chez Aimé. Déjà, il faut savoir que Gisulf et Guillaume ne peuvent pas se piffer. Guillaume, qui est à la tête donc du Principat, cherche à étendre son domaine, principalement sur Salerne. Le fait de s'allier avec le prince de Salerne serait donc contre-productif pour lui. Et d'un autre côté, Gisulf, c'est vrai, cherche des alliances entre 1058-1059. Mais pas contre Robert, contre Guillaume, puisque ce dernier est sa principale menace, et Gisulf, envoie des lettres à tout le monde. Il en envoie au pape, à l'empereur, à l'abbé du Moncassin, et même à Richard pour tenter de former une alliance contre Guillaume du Principat. Sauf que, malheureusement pour lui, comme le souligne encore une fois très justement Huguette Taviani Carlozzi, ça se passe mal pour Gisulf. Étienne IX mort, le nouveau pape, on va le voir un tout petit peu plus tard, annule ce projet de politique anti-normande et va même se rapprocher d'eux. Du coup, il refuse de s'allier avec Gisulf contre les Normands. L'abbé du Moncassin, lui, va préférer avoir la protection de Richard d'Aversa plutôt que du prince de Salerne, et le laisse également en vue. Le Saint-Empereur n'a plus rien à faire en Italie du Sud et ne prend même pas la peine de lire la demande de Gisulf. Et quant à Richard, le dernier sur la liste, ne voit plus du tout l'intérêt d'une alliance avec Salerne, et va même renier le passif entre Aversa et Salerne qui existe depuis des dizaines d'années, maintenant. Oh pardon, non mais j'ai rien de commun avec ce monsieur, vraiment. Il y a qu'à le regarder, hein? Je n'ai aucun rapport avec ce pauvre garçon. La belle entente de Rainulf et de Guimard est quelque chose qui est très loin, et pour Richard, Salerne est plus un poids qu'autre chose, un rival et possiblement même une prochaine conquête. Du coup, pour Gisulf, qui cherche des alliés contre Guillaume, il n'a qu'un seul choix, Robert. Et cette alliance avec Robert ne peut passer que par une seule chose, un mariage, comme du temps de ses prédécesseurs. Et du coup, pour Aimé, qui ne peut pas piffer Gisulf, le coup de Robert, dernier choix d'une telle alliance, est une insulte, et pour lui, préfère développer cette proto-alliance des méchants anti-Robert contre lui, calmé par ce dernier juste par son prestige, et en échange duquel Gisulf ploie les chines, accepte un mariage, et surtout devient un proto-vassal de Robert. Bref, dans tous les cas, encore une fois, la formulation dépend en fonction des sources, vous choisissez, vous avez l'habitude, mais la conclusion est la même. Robert va s'allier à Salerne, et cette alliance va passer par un mariage. Un mariage? J'adore les mariages! Tournée générale! Sauf que, pour ce mariage, va quand même y avoir un souci. Robert, il est déjà marié. Ça va compliquer les choses. Oui, je sais pas si vous vous rappelez, Robert, quand il est arrivé, il avait très peu d'alliés, mais a réussi à s'en décoter un certain Girard de Buenalbergo, en épousant sa tante, une certaine Aubrey. Ce dernier était devenu, par ce mariage, plus ou moins l'héritier de Robert, puisqu'il était devenu son neveu par alliance, et que Robert n'avait pas d'enfant. En échange de quoi, Girard lui avait filé des hommes pour ses premières étapes de la conquête de la Calabre. Sauf que maintenant, Robert, il a un enfant, un certain Marc, qui va devenir Bohémond. Et du coup, quand tu cumules un peu tout ça, qu'il est marié, qu'il a un fils de ce mariage, et que ça lui donne une alliance sans laquelle il ne pourrait pas être ce qu'il est aujourd'hui, c'est compliqué
d'annuler ce mariage, surtout pour aller se marier avec la sœur d'un prince lombard. Chez les Normands, ça va être compliqué à faire passer, la pilule. Mais Robert, c'est pas le Guiscard pour rien. Il est assez malin. Et fait jouer de son influence parmi les ecclésiastiques pour expliquer que, dans cette région d'Apulie et de Calabre, finalement les Normands, ils sont pas si nombreux. Que il y a peut-être quelques familles différentes, mais dans le fond, ils sont tous issus des 3, 4, voire 5 mêmes familles présentes en Normandie, et que quand on retrace un peu les ancêtres et qu'est-ce qui se passe au niveau de nos grands-parents, il y a des grandes chances que Girard et Robert aient déjà des liens et il y a eu croisement là-haut, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, l'Église, qui ne voit pas d'un bon œil le fait de faire des cousinades, on dira ça comme ça, accepte la répudiation que Robert veut mettre en place et le divorce est donc prononcé. Aubrey est alors remercié et Robert peut de nouveau se remarier avec donc la sœur du prince de Salerne, une certaine Sikelgate. N'en déplaise aux Normands et à Girard qui l'ont pas vraiment eu d'un bon œil, ce changement d'épouse. Mais qu'est-ce que ça peut bien lui foutre au peuple que je change de femme? Je lui demande quelque chose, moi, au peuple? Non, alors il s'occupe de ses miches. Et ce mariage, je pense que vous serez heureux de le savoir, est approuvé par Aimé dans sa chronique, puisque pour lui, il y a plusieurs raisons qui font que c'est un mariage idéal, et je vais vous les citer. Robert avait 3 qualités, et son épouse en avait 3 autres. Il était le plus riche parmi les riches, le plus humble parmi les humbles, et le plus puissant parmi les chevaliers. La dame, son épouse, était noble par sa famille, belle par son corps, et sage par son esprit. C'est pourquoi il convenait parfaitement de faire de ces 2 êtres un seul corps, puisque d'égal à égal, ils s'accordaient par leur qualité. Ça, c'est pour le romantisme à la Disney. Mais c'est pas fini pour autant, puisque Robert va prendre les choses en main. Déjà, Robert passe par Salerne très vite fait, sans dire bonjour, pour, on va dire, simplement récupérer le colis, il n'y a pas d'autre mot. Là-bas, il décide de mettre en place un cortège matrimonial assez singulier, puisque Gisulf et la famille de sa nouvelle épouse ne sont pas spécialement conviés, simplement des soldats et quelques musiciens, puisque pour passer à Melfi, on va prendre la route du territoire de Guillaume, du Principat. Et pour fêter ce mariage et envoyer un symbole assez fort, on va piller les villes et les récoltes de Guillaume. Le cortège matrimonial se transforme alors en une compagnie de pillage, et la pauvre Sikelgate a dû trouver ce jour-là assez mémorable et s'en rappeler toute sa vie. Mais bon, une nouvelle fois, pour Robert, la forme n'est pas là, mais le fond, il y est. Puisque maintenant, grâce à ce mariage, le voilà membre de la prestigieuse famille princière de Salerne. Il a donc une certaine noblesse et légitimité sur le fil italien. Et sur sa checklist, il va lui manquer maintenant une seule chose. Être reconnu par les puissances extérieures. Faut dire que son titre de comte de Calabre lui a été refilé par ses propres hommes. C'est pas un truc qui lui a été donné ou sur lequel il a été nommé par un ecclésiastique. De même, celui de comte d'Apulie lui a certes été donné par une élection, mais une élection tronquée et issue d'un coup d'état contre ses neveux. Robert, contrairement à ses frères, n'a jamais été conforté dans ses positions par l'empereur ou par le pape. Il n'a jamais reçu le précieux gonfanon qu'il peut exposer un peu partout pour montrer que oui, le pape ou l'empereur est d'accord avec ça, et que ce dernier est là pour légitimer sa prise de pouvoir en Italie. En gros, Robert est certes comte d'Apulie et de Calabre, mais il n'est reconnu par personne en dehors du comté. Et ça l'emmerde. Il va falloir régler la situation, et ça va arriver très vite, puisque, comme Étienne IX est mort, la papauté va changer de tête, et la nouvelle tête va avoir des relations un poil différentes avec les Normands courant 1059. En août de cette année donc, va avoir un événement assez important pour le sud italien et même pour le fonctionnement de la papauté et de l'Occident en général. Le concile de Melfi. Là-bas, le nouveau pape fraîchement élu, Nicolas II, va convoquer un tas d'ecclésiastiques, de prêtres
et d'évêques pour discuter un peu des problèmes de l'église de cette époque, et aussi régler des problèmes internes et externes à la papauté. Là-bas, on va retrouver alors un peu tout le gratin local, notamment un certain Hildebrand, futur Grégoire VII, mais aussi des gars un peu moins prestigieux mais tout aussi importants, comme Didier, l'abbé du Mont-Cassin. Didier, qui va avoir une mission assez particulière confiée en secret par Nicolas II. Nicolas doit trouver de nouveaux alliés, maintenant que l'Empire lui a mis à l'envers, que Byzance a rompu les liens avec l'Occident, et que le pape, depuis Civitate, rappelez-vous-en, ne peut plus véritablement lever d'armée pour aller taper sur des gens. Il lui faut des nouveaux guerriers. Et c'est là que Didier entre en jeu. Nicolas va demander à Didier d'aller tâter le terrain auprès de 2 Normands, voir si ces derniers veulent assister au concile de Melfi et entendre l'offre que ce dernier a à leur faire. Ces 2 Normands, je pense que vous l'aurez compris, sont d'un côté Richard Ier d'Aversa, et de l'autre, Robert Guiscard. Quand les Gonzes ont dû voir arriver à Melfi les 2 Normands, la situation devait être assez belle, puisque, je vous le rappelle, on est à peine 6 ans après Civitate, les tensions sont encore très vives entre les 2 camps, certains des évêques et des Normands étaient même présents à la bataille, et du coup, oui, les salutations ne devaient pas être des plus amicales. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard! Mais alors, vous me connaissez, on peut se demander encore une fois pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi le pape va décider d'inviter les Normands à ce concile, déjà, c'est pas des ecclésiastiques, et surtout pourquoi ça va se passer chez les Normands. C'est vrai que le pape va un peu où il veut, il fait ce qu'il veut, et même si les relations sont tendues avec les Normands, on peut pas lui interdire l'accès à une cité. Mais on est quand même en plein territoire des Normands d'Apulie et de Calabre, et ces derniers conviés à une réunion qui est là pour traiter des problèmes ecclésiastiques, c'est quand même curieux. Et ben en fait, c'est que le Nicolas II, non seulement il a des troubles internes à régler, ça on l'a dit, mais aussi externes. Je vous l'ai dit, il y a quelque temps, le pape et le Saint-Empire sont maintenant en relation assez tendue, et le Saint-Empire avait pour habitude de protéger la papauté. Elle lui filait des sous, des hommes, et participait à toutes ses conquêtes dès que le pape voulait le faire. Sauf que maintenant que le Saint-Empire et le pape ont rompu leur relation, le Nicolas n'a plus véritablement d'alliés militaires pour faire ses conquêtes, et même pire, se protéger. Et c'est là que vont rentrer en jeu les Normands. Le Nicolas se rappelle très bien de Civitate et de toutes les pignées que s'est pris la papauté. Il sait leur capacité militaire, il a vu ce qu'ils ont fait aux Byzantins, ce qu'ils ont fait au Saint-Empire, et ce qu'ils sont capables de faire en Calabre. Pour lui, il vaut mieux avoir les Normands de son côté, plutôt que de les avoir en face, et décide alors de les avoir un peu comme ses mercenaires attitrés, et se voit comme quelqu'un de super malin avec cette tentative, mais il est pas prêt à ce qui va arriver. Ne vous inquiétez pas, je ne referai pas les mêmes erreurs. Non, vous en faites de nouvelles. Oui, ça, c'est pour plus tard, mais les Normands et le pape, c'est pas fini. Mais pour l'heure, l'offre est plutôt simple. Si les Normands arrêtent d'attaquer les intérêts pontificaux, les abbayes, les églises et les chrétiens locaux, eh ben le pape veut bien légitimer tous les Normands dans leur possession d'Italie du Sud. Rome les reconnaîtra dans leur terre officielle, et ces derniers deviendront les protecteurs de Saint-Pierre. Robert et Richard ont donc une légitimité qui leur manquait jusqu'à présent, un prestige quasiment important, et l'offre est difficilement refusable pour ces derniers. Le concile a alors lieu comme prévu, et on va y traiter de l'élection du pape par les cardinaux, plutôt que par nomination de l'empereur, chose nouvelle donc maintenant. On revoit aussi de la politique à mener contre la simonie, ça c'est le running gag du XIe siècle, et accessoirement, en fin de concile, Nicolas II va réussir à faire passer une pilule assez compliquée à avaler aux ecclésiastiques. L'attribution de la principauté de Capoue à Richard, alors que Capoue est détenu par quelqu'un d'autre, mais ça on y reviendra une prochaine fois, mais surtout du duché d'Apulie, de Calabre et de Sicile à Robert, entérinant une fois pour toutes la dominance normande sur le sud italien et la fin de la rivalité papalo-normande.
Les Normands et le pape sont maintenant alliés, ils vont former une alliance solide, et surtout, Robert va avoir une mission implicite avec ce triple duché. Il va devoir chasser les Byzantins, les orthodoxes et les musulmans d'Apulie, de Calabre et de Sicile. Rien que ça. Pour Robert, vous l'aurez donc compris aujourd'hui, c'est quand même un gros tournant dans son règne. Lui qui était quasiment rien est devenu duc de tout le sud italien. Protecteur officiel de Rome, membre de la famille princière de Salerne, et en à peu près 1 an et demi, il a parcouru tout le sud italien. Il a fait des conquêtes, pacifié toute la zone, mis tout le monde au pas, et il lui reste une poignée de cités dans les Pouilles et en Calabre à capturer, comme Brindisi, Reggio ou Bari, solidement tenues par les Byzantins, avant de compléter son destin avec la conquête de la Sicile. L'avenir semble donc tout tracé et radieux pour Robert. L'ex-brigand de Calabre est devenu maintenant duc, et tout le monde est au pas. Le pape est dans sa poche, le prince de Salerne est tout péteux, et les Normands ont à peu près compris qui était le boss dans la région. Tous acceptent de lui obéir, à part un. Un seigneur normand qui a à peu près la même trempe et le même caractère que Robert. Un seigneur qui a réussi à calmer, tout seul, le prince de Salerne et le pape de son côté. Un mec qui a participé à Civitate et sans qui la victoire n'aurait probablement pas été possible, mais qui a été oublié par les chroniqueurs au profit de Robert. Un gars qui, dans le même temps que Robert a fait ses magouilles, a fait les siennes aussi de son côté, et qui a dans le viseur un titre princier, plutôt que celui de vassal de Robert Guiscard. Un Normand qui est tout aussi haut en couleur que Guiscard, et qui pourtant, on a très peu parlé jusqu'à présent, et dont j'ai volontairement passé sous silence la majorité des faits aujourd'hui. Richard Ier d'Aversa. Vous l'aurez compris, les aventures du Riri, ce sera pour la prochaine fois. Le bisou.